Bonjour à vous tous. Alors, ce matin, on a parlé d'histoire qui rend inconfortable. C'était avec des historiens qui connaissent le travail. Voilà. Cet après-midi, j'ai eu l'impression, je vous la livre, c'est d'être un petit peu, comment dire, dans le risque calculé. Parce qu'on est un peu plus dans le spéculatif, pour ce qui me concerne, que ce matin. Ce matin, il y avait des gens qui connaissent bien l'histoire, qui savent en parler, etc. Et comme là, c'est l'intitulé de la question, c'est les enseignements du Front populaire pour les combats progressistes d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà. Alors déjà, les enseignements du Front populaire d'il y a 80 ans pour les combats progressistes d'aujourd'hui, comme toujours, évidemment, on est vite menacé par ce qu'on appelle l'anachronisme, et qui est la peste aux yeux des historiens, chez ceux qui se mêlent de dire le Front populaire a été ceci, cela, ben écoutez, pourquoi pas recommencer, etc. Bon, on sait bien que l'histoire n'est pas faite de reprises, de répétitions, puisqu'elle est l'histoire par nature, enfin les événements, quoi. Ce que vivent les gens dans le monde ou ici, c'est toujours, comme dit l'autre, une perpétuelle invention, mais qui ne manque pas de référence. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi on peut dire que le Front populaire parle à la libération et que la libération parle au Front populaire. Ça, on peut en discuter, mais c'est une chose, pour moi, qui est à peu près acquise. Voilà, il y a des choses, des promesses du Front populaire qui, en quelque sorte, se sont réalisées au moment de la libération. Je n'entre pas dans les détails, mais quand même, il y a de ça. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, il m'est arrivé la chose suivante, c'est que j'ai entendu un intervenant, donc c'était aux rencontres de Pétrarque en juillet 2015 à Montpellier, et cet intervenant disait « Ce qui nous manque, je crois, c'est un mouvement ouvrier républicain ». Ah, alors cet intervenant a un nom, il s'appelle Didier Lesky, il a été assez longtemps, des années durant, préfet à l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi cet homme disait ça? Au titre de son témoignage, de son vécu dans la Seine-Saint-Denis, c'est qu'il doit penser, ou il exprime quelque chose qui est qu'il y a peut-être un problème de ce côté-là dans ce qu'on appelle les crises d'aujourd'hui, crise sociale, crise politique, etc., etc. Voilà. Alors, ce mouvement populaire et républicain, moi-même, j'y ai été confronté parce que quand j'ai voulu faire un petit bouquin sur Jaurès à la suite des événements, dans le cadre des événements de 2015, dont il y a des attentats terroristes, mais il y a aussi des catastrophes politiques, je ne vous énumère pas toutes, mais enfin, ne serait-ce que l'abstention, disons, galopante, et ne serait-ce que la montée, on ne peut pas ne pas en parler, quand même extraordinaire du Front National, qui, paraît-il, si j'ai bien compris, n'est pas fini. Donc on est dans une période de danger. Bon, donc la référence au mouvement populaire, au mouvement ouvrier, pardon, et républicain m'intéresse beaucoup, parce que je pense que ce qui a marqué quand même l'histoire du XXe siècle, et notamment en 1936. Bon, c'est une histoire qui a beaucoup à voir avec Jaurès, puisque l'un des débats qui ont inauguré le XXe siècle sur ce terrain-là, c'est quand même la grande controverse entre Jaurès et Gued, qui précisément porte sur le mouvement ouvrier et républicain, puisqu'ils n'ont pas la même notion du rôle du mouvement ouvrier, en particulier concernant la République. Alors, ça m'a intéressé, donc, et c'est à ce titre que je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, pas à tirer, ce serait affreux de parler comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a à penser sur le Front populaire qui peut aider quand même un peu à réfléchir? Alors, bon, pour parler brutalement, je pense que le Front populaire n'a ni programme, ni feuille de route à nous délivrer, à nous adresser. En revanche, je pense que le Front populaire nous adresse un message à travers le temps. Bon. Et ce message, pour moi, l'essentiel, mais je n'invente rien, à un moment donné, c'est un message, disons, de combat social et politique de grande ampleur, d'une grande force, qui a, je ne sais pas si, comme disait Berlinguer dans la Révolution d'octobre, je ne sais pas s'il a encore ou s'il a perdu sa force propulsive, mais je pense qu'il y a quelque chose encore qui nous parle. Voilà. Et ce message, il est très concret en même temps. Il porte sur le fait que des gens, par millions, par le vote et par la grève, les deux sont intimement liés, bon, dans le cas du Front populaire, eh bien, ce message nous dit que des hommes, des femmes, se sont dressés par millions, à un moment donné, pour dire qu'ils ne voulaient plus continuer à vivre comme ils vivaient en 1934, 1935 et jusqu'en 1936. Bon, et par exemple,
Et par exemple, les 48 heures de travail par semaine sans vacances. Des millions de personnes dans ce pays ont travaillé 48 heures par semaine et sans vacances. Bon. Et il se trouve que derrière ça, il y avait une idée, c'était que peut-être pourrait-on un jour travailler moins et le cas échéant bénéficier de congés payés. Et au miracle de leur combat, et ils ont obtenu les 40 heures et les congés payés. Je dois vous dire que cette histoire de temps libéré, moi, m'intéresse beaucoup. Parce qu'on peut penser que ça n'est que revendicatif, que matériel. Ça, je ne le crois pas. Moi, je me fie un peu à Jaurès, qui a eu ce mot formidable, qui dit le temps libéré, c'est ce qui permet à chacun de s'exercer à la libre discipline de soi-même. Personnellement, je pense que ce sont des mots magnifiques. S'exercer à la libre discipline de soi-même. Bon, c'est-à-dire, je pense que la société a un énorme besoin de faire en sorte que tous les citoyens, disons, s'exercent à la libre discipline d'eux-mêmes. Voilà. Donc déjà là, on voit bien qu'il y a un pas en avant qui n'est pas fini. Parce que si on évite les parallèles, les superpositions, écoutez, c'est quand même extraordinaire, parce que de quoi parle-t-on aujourd'hui? Ben, on parle de quoi? De la durée du travail, de la réduction du temps de travail et tout. Je crois qu'à travers le temps, et peut-être l'espace, il y a des fils comme ça qui sont tendus. Je pense que la réduction du travail contraint, de la durée du travail contraint, c'est quelque chose qui traverse ces époques. Pourquoi? Mais je pense que c'est simple, peut-être simpliste à comprendre, c'est que les hommes aspirent à un moment donné à ne pas être sous le joug du travail contraint, avec tous les matins je me lève, tous les soirs je me couche, parce qu'il faut que je reconstitue, comme disait l'autre, ma force de travail et tout, et ça continue chaque jour comme ça, jusqu'à la tombe. Voilà. Je pense que les hommes et les femmes aspirent à un moment donné à ce que la vie soit autre chose que ça. D'où le fait qu'aujourd'hui, à propos de la loi El Khomri, il y a quelque chose qui se joue autour de ça. Bon, je n'entends pas dans les détails, qui se joue autour de est-ce que dans chaque entreprise, on va décider de qui travaille, combien de temps, combien il va faire d'heures, combien d'heures supplémentaires et tout, ou pas. Bon, c'est la fameuse histoire de l'inversion des normes. Voilà. Donc, voilà pourquoi ça m'intéresse aussi, parce que là, il y a une sorte de projection qui n'est pas d'ailleurs que celle du Front populaire. Quand on parle du Front populaire, il s'est passé des choses avant le Front populaire, et il s'est passé des choses après le Front populaire. Il y a eu dans le monde, et en France en particulier, une formidable bagarre autour d'un truc très clair, ça s'appelle la journée de 8 heures, bon, qui remonte à la fin du 19e siècle. Déjà là, ça se jouait, cette aspiration des hommes, à un moment donné, à ne plus être, disons, sous le joug, sous la pression de cette loi du travail obligé. Voilà. Et donc, comme j'ai essayé de le dire, cette chose, disons, avance à l'échelle des décennies, peut-être à l'échelle des siècles, et c'est une chose, moi, je trouve, qui m'intéresse beaucoup. Il y a autre chose, pour être rapide, hein, il ne faut pas dépasser le temps imparti, comme on dit, c'est qu'il y a eu, au moment du Front populaire, bon, on parle toujours des 40 heures, des congés payés, etc. Et on dit comme s'il n'y avait eu, comme on dit, que du quantitatif. Mais non, il n'y a pas eu que du quantitatif. À partir du moment où les gens se libèrent un peu de ça, de la pression qui est quotidienne, qui est permanente, ils se permettent aussi d'inventer des choses, d'imaginer une autre vie. Ben, par exemple, dans le Front populaire, bon, on le sait ça, hein, il n'y a pas eu que des syndicats et des partis et des coopératives, il y a eu énormément d'associations. Le mouvement associatif a joué un très grand rôle dans le Front populaire. Par exemple, il y a une association qui va apparaître en 1936, ça s'appelle les Amis de la Nature. Vous voyez un peu. Il y a aussi, par exemple, au moment du Front populaire, il y a les Amis de la Nature, il y a des tas d'associations qui arrivent. Ce qui veut dire qu'il y a déjà aussi, les hommes cherchent à un moment, et les femmes cherchent à un moment donné à entrevoir comment la vie pourrait être autre que ce qu'elle est, qui n'est que matérielle, qui n'est que dans la nécessité. Bah, ça, c'est pas la peine de remonter à Karl Marx, mais enfin, il y a quand même ce fond, à un moment donné, de la recherche humaine pour essayer de vivre autrement. Alors, dans ce que j'essayais de dire, il y a cette espèce d'obligation, il y a ce poids, cette contrainte. Et le Front populaire, la première marque pour moi, en tout cas, c'est une sorte de rébellion. Il faut manier le mot avec précaution, on est bien d'accord. Mais il y a quand même une levée en masse, comme on disait au temps de la Révolution française, à un moment donné, contre quelque chose qui n'est plus supporté. Eh bien aujourd'hui, encore une fois, sans trop amalgamer, mais cette idée qu'à un moment donné, il ne faut pas accepter ce qu'on croit obligé et qu'il faut essayer de remuer, eh bien, il y a
pour aller vite, et moi je suis journaliste, j'aime bien les choses de l'actualité qui parlent comme ça. Bon, il y a une chose intéressante en ce moment qui se joue autour d'un mot. C'est le mot debout. Bon. Le mot debout, regardez comment il apparaît. Bien, les manifestants avec les syndicats qui se battent contre la loi El Khomri, et ce n'est pas fini, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont vent debout, à un moment donné, contre une loi qui veut encore les accabler. Bon. Qu'est-ce qu'on voit apparaître aussi? Il y a dans des amphis des universités, des étudiants, et j'en ai connu pas mal, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils assistent à la projection d'un film qui s'appelle Comme des lions. C'est un film qui n'exalte pas, qui simplement montre le courage, la conscience, la solidarité des ouvriers de PSA Aulnay-sous-Bois. Et chez ces étudiants, qu'est-ce qu'il y a? Mais ils font ce qu'on appelle une standing ovation. Pour parler simple, une ovation debout. Debout. Bon, pourquoi debout encore? Parce que constamment, ce mot revient. Et il revient, évidemment, vous le savez, je n'invente rien, place de la République, où on passe des nuits debout comme on dit, à refaire le monde. Voilà. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans ces mouvements où les gens se lèvent, comme je dis, et essayent d'entrevoir la vie autrement, et se donnent les moyens d'y parvenir plus ou moins, avec la durée et tout, je pense que là, nous sommes dans une phase, je ne dirais pas de retour, mais de recherche. Voilà. Il y a une recherche de ça. J'ajouterai simplement, vous me permettrez, c'était que, évidemment, on peut réinventer toute la vie qu'on veut, tout le futur qu'on veut, mais à un moment donné, quand on s'en donne les moyens, il y a quand même une chose qui compte. Je suis frappé de voir que les gens qui s'y sont allés 2 ou 3 fois, place de la République, eh bien, ils sont là, ce sont les sans-voix qui parlent. Ce ne sont pas les sans-voix au sens des sans-terre, des sans-droits et tout. C'est pas ça. Non, non, c'est déjà assez instruits, assez cultivés. Mais ils sont sans-voix parce qu'on ne les entend pas d'habitude. Et là, ils se donnent les moyens qu'on puisse les entendre. Je vais vous dire, je suis frappé d'une absence place de la République, parce que je l'ai bien connu à l'époque. Vous allez voir, ça remonte à un moment donné. C'est l'absence du mythe, littéralement le mythe de la jeunesse de mai 68, il s'appelle Cohn-Bendit. Bon. Je n'ai pas vu Daniel Cohn-Bendit, non mais je rigole pas, je n'ai pas vu Daniel Cohn-Bendit place de la République. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas été invité? Il y a quand même des gens qui ont dû y penser, quand même. Bon, vu l'âge des gens qui sont place de la République. Bon, s'y est-il lui-même refusé? Je ne sais pas. Le fait est que... Comment? C'est plutôt un mythe. Ah non, alors, oui, mais ça vient aussi peut-être de lui. Ah oui. C'est-à-dire, je pense qu'il s'est dit que là, il n'y avait plus sa place. Or, au moment où on parle beaucoup d'horizontalité, s'il y a un homme qui était dans l'horizontalité à une époque et qui se situe désormais, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous le direz, qui se situe dans la verticalité, vous avez raison, c'est vraiment Daniel Cohn-Bendit. Bon, peut-être qu'on en reparlera, si vous voulez, parce que ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Je veux dire par là qu'on est dans une époque là où cette recherche de l'horizontalité est une marque de l'époque. J'ai lu le livre de Michel Henriot-Sarcey qui s'appelle Le procès de la liberté. Il est très intéressant. Il est grosso modo sur l'histoire ouvrière et socialiste du 19e siècle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la liberté, c'est le pouvoir d'agir. C'est le pouvoir de... Et qu'est-ce qu'elle met à jour? C'est une chose qui est tout simple, c'est qu'il y a eu au XIXe siècle une horizontalité ouvrière, si on peut parler comme ça. Je ne sais pas si elle serait d'accord. Voilà. Pour finir, je pense que désormais, il y a aussi une recherche dans cette actualité. Je crois que même ceux qui sont des puristes de l'horizontalité, de la démocratie la plus basiste, sont en train de se poser la question, comme la CGT à son congrès se l'est posé, c'est qu'à un moment donné, pour faire tomber la loi El Khomri, et peut-être pour d'autres choses, il faut quand même il faut faire aussi jouer la force du nombre. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut discuter, on peut faire tout ce qu'on veut, à un moment donné, il faut quand même s'y mettre un petit peu en nombre. Voilà. Donc je m'arrête là, parce que, pour terminer, je pense que les enseignements, si on peut parler comme ça, du Front populaire pour les combats progressistes aujourd'hui, ben ce sont ça, d'une recherche, d'une ouverture d'esprit, d'une liberté d'imagination, et aussi, bien sûr, la force du nombre. Je crois qu'on en était à peu près à 4 millions de grévistes en 1936. Voilà, je m'en tiens là et je vous remercie.